La Coupe du monde de football, comme les Jeux olympiques, a lieu tous les 4 ans. Les athlètes du football du monde entier, qu'ils soient amateurs ou professionnels, peuvent ainsi se rencontrer, lutter pour défendre en jouant les couleurs du pays qu'ils représentent. Sur l'initiative de la France en 1928, que fut acceptée par la Fédération internationale de football l'organisation d'une monde. Pour la première fois, cette épreuve mondiale eut lieu en 1930 en Uruguay. 13 nations étaient engagées, dont la France. Ce fut l'Uruguay qui, battant l'Argentine, gagna le tournoi. 4 ans plus tard, en 1934, la Coupe du monde se déroula en Italie. C'est finalement l'Italie qui, triomphant de la Tchécoslovaquie, remporta la victoire. En 1938, c'est à la France que revient l'honneur d'organiser cette 3e Coupe du monde. C'est la Fédération internationale de football qui représente 50 nations sont réunies. La Coupe du monde, expression vivante de cette fédération internationale, prouve l'universalité du plus populaire des sports, le football. 40 nations étaient engagées. Des éliminatoires eurent lieu à travers le monde pour désigner les 16 équipes qui disputeraient en France la compétition. L'Italie, détentrice de la Coupe du monde, est qualifiée. Voici son équipe, grande favorite du tournoi, emmenée par son sélectionneur Vittorio Pozzo. Et voici les Brésiliens dont l'équipe est inconnue en France, venus en Europe avec le désir de prouver la supériorité du football sud-américain. Sont également qualifiés Pologne, Hollande, Tchécoslovaquie, Norvège, Belgique, France, Allemagne, Suisse, Hongrie, Inde néerlandaise, Cuba, Roumanie, Suède. Propre. À Paris, les membres et représentants de 2 styles opposés. Le premier match de la Coupe du monde oppose au Parc des Princes l'Allemagne et la Suisse. L'Allemagne est favorite, mais la Suisse, qui avait déjà montré ses vertus morales aux Jeux olympiques de 1924, compte de nombreux partisans. Voici l'équipe suisse. Elle comprend dans ses rangs des joueurs connus tels que Abeglen et Minelli. L'équipe d'Allemagne est formée pour la première fois de joueurs allemands et autrichiens. L'un des grands intérêts de ce match est de savoir comment s'opérera la fusion. Allemand assure pour l'Allemagne la radiodiffusion du match. Les joueurs remplaçants de l'équipe d'Allemagne vont de la tribune encourager leurs camarades. L'arbitre belge Langenus tire le choix des camps. L'acteur René Lefebvre va conter à ses milliers d'auditeurs les péripéties du match qui vient de commencer. Les Allemands ont un maillot blanc, les Suisses un maillot gris. Les Allemands attaquent dès le début et tous les spectateurs ont l'impression que l'Allemagne, conformément au pronostic, se qualifiera. Les Allemands jouent un bon football, mais la fusion des styles autrichiens et allemands n'est pas parfaite. Les Suisses, en difficulté, font appel à leur courage pour endiguer les assauts de leurs adversaires. Les joueurs de l'équipe de France qui demain seront acteurs assistent au match. Voici Gaston Barrault, le sélectionneur unique de l'équipe de France. Matler, capitaine de l'équipe, le seul joueur français avec Delfour, ayant participé aux 3 coupes, et Aston, l'un des préférés du public. Les Allemands dominent, les Suisses sont acculés sur leur but. L'équipe belge, qui le lendemain rencontrera celle de France. Les Suisses défendent avec énergie le ballon, même dans des positions acrobatiques. Ce qui a le don de faire sourire Diagne, grand spécialiste en la matière. Les Allemands sans répit attaquent. Enfin, leurs efforts sont couronnés de succès. L'intérieur gauche, Hannemann, fait une superbe passe à son ailier Pesser qui centre. Gauchel marque. Le public applaudit ce but mérité qui pourtant laisse Nicolas apathie. Exploitant une erreur de la défense allemande, Amado centre. Abeglen surgit. Et de la tête égalise. C'est un but dû à l'esprit tactique du Russie Abeglen. Venant apprécie la finesse de ce jeu, ainsi que Jordan, le demi-centre de l'équipe de France. Encouragés, les Suisses répètent leurs attaques. Et Raft, le gardien de but allemand, est mis à l'ouvrage. Il a l'occasion de montrer ses qualités. Di Lorto, le gardien de but de l'équipe de France, suit nerveusement son jeu.
Malgré tous leurs efforts, les joueurs des deux équipes, n'ayant pu se départager, reprendront leur duel 5 jours plus tard. Dans la banlieue parisienne, les Suisses infatigables poursuivent au basketball leur entraînement. Le fameux arrière Minelli, blessé au genou, craint de ne pas pouvoir jouer le deuxième match. Pourtant, il s'aligne avec ses camarades. Tandis que les Suisses conservent exactement la même équipe que lors du premier match, les Allemands ont bouleversé la composition de la leur et présentent 6 joueurs nouveaux. Encore une fois, les Allemands dominent leurs adversaires. Les Suisses ne réagissent que par de brusques contre-attaques. Ils paraissent désemparés. Mais avec énergie, ils résistent, s'accrochent. Ils luttent avec vigueur. L'extrême droit allemand centre et Hannemann marque un but pour l'Allemagne. L'Allemagne continue sur sa lancée, les Suisses s'affolent. Et dans leur précipitation, ils marquent contre leur camp. 2-0, les Allemands triomphent. La malchance s'acharne sur les Suisses. L'ailier gauche Aebi blessé quitte le terrain, les Suisses ne sont plus que 10. Abeglen, encore lui, galvanise ses partenaires et mène attaque sur attaque. La rentrée sur le terrain de Aebi est un tel stimulant pour les Suisses que par l'intermédiaire d'Abeglen, ils réussissent à marquer un but avant la mi-temps. Les Suisses sont déchaînés. Abeglen marque le but égalisateur, 2-2, les Allemands sont désemparés. Abeglen, toujours lui, marque un 3e but. Les Suisses triomphent et marque par Bickel un 4e but et enlève ce match. L'Allemagne disparaît de la compétition. Brésil-Pologne, rencontre de deux équipes de valeur inconnues du public français. L'équipe du Brésil est venue avec toutes ses vedettes, dont Leonidas, acrobatique avançant, Martin, le demi-centre, et Domingo, le diamant noir, idole des foules sud-américaines. Le match débute avec le soleil. Les Brésiliens en maillot gris sont à leur aise. Ils se révèlent de magnifiques joueurs de balle et ils dominent largement leurs adversaires polonais étouffés par leur virtuosité de jongleur. Les Brésiliens, manieurs de balle fantastiques, font voir au public strasbourgeois la splendeur d'un jeu inconnu en Europe. Leonidas, chef d'orchestre de cette équipe de virtuoses, termine victorieusement une attaque dans le style inégalable qui lui est propre. Le match se déroule tout à l'avantage des Brésiliens. Ils conduisent leur balle en se jouant de l'opposition des Polonais. La balle parvient à Leonidas et c'est un nouveau but. Inlassable, les Brésiliens attaquent toujours, menant par 3-0. Ils font déjà figure de triomphateurs. Leonidas est éblouissant, il shoot sans répit. Personne à cet instant dans le stade Combe ne suppose que les Brésiliens pourraient voir leur victoire en danger. Coup de théâtre. Les Polonais trouvent dans la pluie qui survient un auxiliaire inattendu et ils s'enhardissent. Les Brésiliens décontenancés s'affolent et Domingo plaque un Polonais qui allait marquer. Penalty, c'est un but. Les Polonais reprenant espoir marquent encore 2 autres buts. Les équipes sont maintenant à égalité, 3 buts partout. Les Polonais exultent, ils viennent d'opérer un redressement inespéré. Ils ont l'impression qu'ils peuvent forcer la victoire. Les Brésiliens ne se découragent pas et repartant à l'assaut des buts polonais, ils marquent un 4e but. La victoire n'est pas définitivement assurée car les Polonais ont encore égalisé. Les prolongations doivent être jouées. Les Brésiliens se surpassent. Ils tirent un véritable feu d'artifice et marquent encore 2 buts. Et les Polonais, héros malheureux des 8e de finale, disparaissent de la compétition. Le Brésil se qualifie. Waouh! La Hollande et la Tchécoslovaquie sont aux prises. Vladika, gardien des buts tchécoslovaques, qui s'était déjà signalé au cours de la 2e Coupe du Monde en Italie, n'a rien perdu de son brio. La Tchécoslovaquie trouve dans la Hollande un adversaire coriace. Les Hollandais font des efforts désespérés. Ils tiendront 90 minutes, obligeant les Tchécoslovaques à jouer les prolongations. Et ce n'est qu'au cours de ces prolongations que les Tchécoslovaques l'emporteront par 3-0. À Marseille, Italie-Norvège. Sous un soleil de plomb bien fait pour leur convenir, les bouillants italiens se heurtent aux froids scandinaves. Les Norvégiens ont peu de partisans. Les Italiens, dont voici l'équipe, sont les grands favoris de la 3e Coupe du Monde. Et pour leur premier match, leur tâche paraît facile.
Dès le début, les Italiens maîtres de la situation, ayant marqué un but dans les 10 premières minutes, semblent ne devoir faire qu'une bouchée de leurs adversaires. Les Norvégiens au col blanc paraissent résignés. Ils ne cherchent qu'à défendre leur but. Les Norvégiens s'aperçoivent bientôt que leurs adversaires ne sont pas aujourd'hui irrésistibles. Et ils jouent résolument leur chance. Olivieri, gardien de but italien, subit un bombardement en règle. Les Norvégiens jouent avec foi et enthousiasme. Ils ont égalisé. À l'encontre de ce l'on pouvait attendre, ce sont eux qui mènent le jeu. La victoire est à leur portée. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes ont marqué chacune un but. Et c'est déjà un très bel exploit à l'actif des Scandinaves. La partie disputée par une chaleur accablante a exténué les joueurs et ils apprécient le repos de 5 minutes qui leur est accordé avant que ne soient jouées les prolongations. Le match reprend et les rares supporters norvégiens manifestent leur enthousiasme. Hélas, leur joie sera de courte durée. Le gardien de but norvégien repousse imparfaitement la balle. Piola surgit et marque le but vainqueur. Ouf, les Italiens ont eu chaud. Les Norvégiens, glorieusement battus, sont éliminés de la compétition. Entrée en scène. Elle rencontre un vieil adversaire, la Belgique. Voici l'équipe de France. L'équipe belge. Le match commence avec une nette supériorité de l'équipe de France en culotte blanche. À peine 2 minutes se sont-elles écoulées que Venant marque pour la France un premier but. En verve, les Français poursuivent leurs attaques et obtiennent un deuxième but. Les spectateurs applaudissent les Français dont la victoire ne fait déjà plus de doute. Diagne, le demi-gauche français, arrête avec ses grandes jambes une attaque belge. Le cran des Belges n'est pas une légende, et les Français trop confiants se font à leur tour manœuvrer. Les Belges ayant marqué un but, la France n'a plus qu'une avance d'un but devant une Belgique singulièrement agressive. Les spectateurs français n'ont plus dans leur équipe la même confiance. Et Cottenay, l'entraîneur de l'équipe de France, est inquiet. Les Français se ressaisissent. Ils sentent la victoire menacée. Aston, qui s'est échappé, donne la balle à Nicolas, qui marque le but décisif. Puisque Barrault, sélectionneur de l'équipe de France, ému, cherche à cacher sa joie. La victoire est désormais assurée. La France est qualifiée. À Reims, la Hongrie est opposée aux Indes néerlandaises. L'équipe des Indes néerlandaises, qui représente à la fois l'Asie et l'Océanie, est celle qui a parcouru le plus de chemin pour venir disputer la Coupe du Monde, justifiant ainsi le caractère universel de l'épreuve. Les joueurs des Indes néerlandaises sont des novices pleins de bonne volonté, mais les professeurs hongrois sont trop forts pour eux, et ils doivent leur concéder 6 buts. C'est une bonne partie d'entraînement pour les Hongrois. Ainsi qu'on s'y attendait, les Indes néerlandaises sont éliminées après avoir reçu une excellente leçon de football. À Toulouse, Cuba, représentant l'Amérique centrale, rencontre la Roumanie. Les Roumains ont une excellente chance de se qualifier. Ils la gâchent. Et après 2 matchs, les Cubains, dont on avait sous-estimé la valeur, l'emportent par 2 buts à 1. La Suède devait rencontrer l'Autriche, mais les joueurs autrichiens participèrent à la Coupe du Monde dans les rangs de l'équipe d'Allemagne, et ainsi sont qualifiés pour les quarts de finale. Brésil, Tchécoslovaquie, Suisse, Hongrie, Italie, France, Cuba, Suède. À Bordeaux, le Brésil rencontre la Tchécoslovaquie dans le cadre majestueux du stade municipal dont c'est l'inauguration. Les Bordelais ont pour la première fois l'occasion d'assister à un grand match de football, et le stade est comble lorsque la partie s'engage. Le match est âprement disputé. Les Brésiliens en maillot blanc tablent sur leur virtuosité, tandis que les Tchèques en maillot noir ont un jeu plus sobre, malheureusement inefficace. Les joueurs ne se ménagent pas, et l'arbitre a fort à faire pour tenir les deux équipes en main. Les charges sont rudes, et cela ne va pas sans de multiples incidents. La partie se déroule heurtée et confuse. Les Tchèques attaquent, leurs shots sont mal assurés, et le gardien de but brésilien arrête avec facilité leurs essais. La partie se poursuit. Les Brésiliens et les Tchèques dominent tour à tour. Hélas, les chocs se font de plus en plus rudes. L'arbitre est débordé et il doit fréquemment arrêter la partie. Il expulse du terrain pour brutalité un joueur brésilien. Les Brésiliens jouent donc à 10 contre 11. Sur une nouvelle attaque tchèque, le gardien de but brésilien montre sa souplesse. Voici Léonidas guettant la balle qu'un de ses partenaires lui adresse.
Il l'expédie dans les filets tchécoslovaques. Le Brésil mène par 1-0. Les Brésiliens foncent, bousculant durement Planica. Planica arrête un choc brésilien. Les Tchèques ne s'avouant pas vaincus, ils s'énervent et un avant brésilien resté tendu sur le terrain. Ses camarades appellent le soigneur qui accourt, puis maintenant le sélectionneur brésilien arrive à la rescousse. Les Brésiliens essaient de conserver leur minime avance, mais la tâche est au-dessus de leurs moyens. Pour résister, ils commettent quelques irrégularités et l'arbitre expulse encore un joueur de chaque camp. Le Brésil-Tchécoslovaquie restera dans l'histoire de la Coupe du Monde le match le plus violent qui se soit disputé. Une nouvelle faute coûte aux Brésiliens un pénalty. Transformé en but. Les deux équipes font match nul et devront rejouer 48 heures plus tard. Voici le deuxième match Brésil-Tchécoslovaquie. Le Français Capdeville a été choisi comme arbitre. Cette fois, le match se déroule dans des conditions impeccables. Et les Brésiliens, menés par 1-0, sont parvenus à égaliser. Allons-nous vers un nouveau match nul? Tout le laisse prévoir. Pourtant, dans les dernières minutes, Léonidas procure à son équipe la victoire. La Tchécoslovaquie disparaît de la compétition. Les joueurs de l'équipe de France se distraient en pêchant à la ligne. Delfour est le plus passionné de tous. Aston ne fait pas semblant de pêcher. D'autres joueurs préfèrent le tennis. Il y a des méridionaux dans l'équipe et les boules sont à l'honneur. Un bon massage, estime Diagne, il n'y a rien de meilleur avant un match. C'est à Colombes que la France est opposée à l'Italie. Butler et Meazza, les deux capitaines, sont de vieilles connaissances et avec eux, les formalités du toss sont vite réglées. La rencontre débute devant une assistance record pour un match de football. 60 000 spectateurs. Les Français peuvent espérer la victoire. Les Italiens, tout en noir, se montrent supérieurs. Ils attaquent. La balle parvient à Meazza. Il ouvre sur son ailier, le ballon s'envole, mais Di Lorto l'arrête. La foule est anxieuse, les Italiens dominent. Piola, l'avant-centre italien, se démène. Il passe à Meazza. Le shot part. Di Lorto arrête encore magnifiquement. Albert Préjean, ardent sportif, est venu encourager les Français. Diagne arrête Piola. Piola se relève. Il reprend la balle et les Italiens repartent à l'attaque. Voilà aussi l'extrême gauche italien shoot. Di Lorto laisse retomber la balle dans ses filets. Le jeu reprend, les Français ne sont pas découragés. Georges Carpentier est l'un des plus enthousiastes supporters de l'équipe de France. Petra, le meilleur joueur de tennis français, souhaite la victoire de ses camarades. Les Français, portés par la foule, jouent avec une décision magnifique. Aston a la balle. Il la passe à Nicolas. Nicolas la redonne à Esrer, qui marque imparablement. Mi-temps, 1-1. Par son sourire, Haribor exprime l'espoir que conservent les Français. Olivieri, le gardien de but italien, dans une magnifique détente, se saisit de la balle. Mais l'Italie n'est pas longtemps en danger. Elle exploite sa supériorité en marquant encore 2 buts. La déception d'Albert Préjean est celle de tous les partisans de l'équipe de France. Ouverture des portes à 2 heures, la foule a envahi les gradins du stade. Quand battue, l'équipe de France disparaît de la Coupe du Monde, l'Italie continue. À Lille, la Hongrie rencontre la Suisse épuisée par ses 2 impitoyables batailles contre l'Allemagne. Les Suisses, handicapés par l'absence de leur capitaine Minelli, s'accrochent vaillamment, mais leur tâche est trop sévère. Les Hongrois, excellents tacticiens, sont plus reposés que leurs adversaires. Les Hongrois ce soir se ménagent visiblement. Et c'est sans grand effort qu'ils gagnent ce match par 2-0 contre la Suisse. La Hongrie est qualifiée pour les demi-finales. À Antibes, Cuba-Suède, les Suédois font un début sensationnel en éliminant par 8-0 les infortunés cubains. Nous arrivons aux demi-finales. Le Brésil rencontrera l'Italie et la Hongrie rencontrera la Suède. À Marseille, nous retrouvons l'Italie, mais son adversaire est cette fois le Brésil.
Le sélectionneur brésilien a modifié complètement son équipe. Il est tellement sûr de la victoire qu'il a fait reposer Leonidas, son fameux avant-centre, en vue d'une finale éventuelle. Mais Leonidas ne se remplace pas facilement. Les Italiens en maillot gris, dès les premières minutes, se montrent par leur cohésion plus redoutable. Le football est un jeu collectif, et les Soliciens en maillot blanc semblent l'oublier. Les deux équipes jouent un jeu serré. La partie est capitale. Il s'agit d'accéder à l'apothéose finale. La balle sans répit va d'un camp à l'autre. Tous les Brésiliens participent à l'offensive et nous montrent leur talent d'artiste. Les Italiens ont réussi à marquer un but. Les Brésiliens commettent une faute, un penalty est accordé aux Italiens et ceux-ci maintenant mènent par 2-0. Les Brésiliens jouent avec l'énergie du désespoir. Les Italiens, confiants en leur avance de 2 buts, laissent passer l'orage. Les Brésiliens, qui ont compris que leurs exploits individuels étaient stériles, jouent maintenant en équipe. Ils se passent et se repassent la balle. L'ailier gauche, dernier possesseur, shoot, mais malheureusement dehors. Les Italiens ont senti le danger, ils reprennent l'offensive. Pourtant, les Brésiliens qui font l'impossible pour marquer ont réussi un but. Ils luttent avec ardeur. Vont-ils égaliser? Les Italiens se défendent avec l'énergie. La fin du match approche. Et les Brésiliens n'auront pas la joie de faire applaudir leur virtuosité par les Parisiens. L'Italie disputera la vainqueur. Si le jeu des Hongrois est surtout basé sur la maîtrise du ballon, par contre, celui des Suédois est avant tout athlétique. Les Suédois sont des adeptes de la culture physique. Tout leur entraînement est basé sur les mouvements de cette gymnastique suédoise dont on connaît la valeur. C'est au Parc des Princes que les Hongrois et les Suédois se rencontrent. Les Hongrois sont favoris et l'on pense qu'ils gagneront facilement. Les Hongrois en maillot noir ont l'initiative de la première attaque. Et tout semble se dérouler comme prévu. Mais les Suédois contre-attaquent d'une façon fulgurante et un premier but est marqué à la surprise générale. Les Hongrois ne s'affolent pas. Méthodiquement, ils construisent leur jeu comme si rien n'était, grâce à leur belle mécanique qui s'échauffe à mesure que le match se déroule. Ils obtiennent d'abord l'égalisation. Les Hongrois continuent à la même cadence et c'est sur ce rythme qu'ils domineront leurs adversaires. Par leur science du football, ils déroutent les Suédois qui sont de bons élèves courageux et appliqués, auxquels manque l'habitude des grandes rencontres internationales. Le gardien de but suédois est submergé de travail et il succombe sous les assauts répétés des avants hongrois. La Hongrie, ayant marqué son 6e but, se trouve qualifiée pour la finale et la Suède disparaît. Et maintenant, c'est la finale. Nous sommes à la veille de la rencontre. L'entraînement est terminé, les Hongrois chassent la hantise du match en jouant aux cartes. À quelques kilomètres des Hongrois, les Italiens ont installé leur camp. Monsieur Pozzo, leur sélectionneur, distribue le courrier. Meazza, le capitaine. Viola, le fameux avançant. Les joueurs italiens partent pour une courte promenade dans la forêt de Saint-Germain. Et c'est l'unique entraînement qu'ils prennent. Seul maintenant le repos compte. C'est aujourd'hui la finale.
Depuis les Jeux Olympiques de 1924, jamais une réunion aussi grandiose ne se déroula au stade de Colombes. Bien que le match ne doive commencer qu'à 5 heures, l'arbitre français, M. Capdeville, qui dirigera la partie, arrive au vestiaire. Peu après, l'équipe italienne fait son apparition. La petite troupe italienne a l'air confiant. C'est Andreolo et Olivieri, le gardien de but. Quelques instants plus tard, les Hongrois, à leur tour, arrivent au stade olympique. Les Hongrois paraissent soucieux. Leur équipe a subi d'ultimes modifications et c'est peut-être la cause de leur inquiétude. Entre au vestiaire, l'allure dégagée. Derrière eux, les Hongrois, sans enthousiasme, pénètrent à leur tour au vestiaire. Veillant aux 1000 détails de cette Coupe du Monde, M. Rimet, président des fédérations françaises et internationales de football, et M. Henri Delaunay, secrétaire général de la Fédération française. Le président de la République est arrivé. Les deux équipes se sont rangées devant la tribune officielle. Voici l'équipe hongroise. Szabo, gardien de but. Sarossi, avançante. Voici l'équipe italienne. Meazza, intérieur droit. Andreolo, demi-centre. Piola, avançante. Rava, arrière droit. Olivieri, gardien de but. Le général Vaccaro présente au président de la République les joueurs italiens. À leur tour, les joueurs hongrois sont présentés au chef de l'État. L'arbitre, M. Capdeville, ayant à ses côtés Sarossi, capitaine hongrois, et Meazza, capitaine italien, procède au choix des camps. Le match est commencé. Les Italiens plus volontaires partent à l'attaque dès le début. Leur domination est nette. Les Hongrois figés. Pour se qualifier, ils ont pourtant eu moins à s'employer que leurs adversaires. Iavati, l'ailier droit, centre. Voilà aussi l'extrême gauche, shoot dans sa foulée et marque le premier but italien. Il y a à peine 7 minutes que le match est commencé et les Italiens prouvent déjà leur supériorité. Les Hongrois ne sont pas déroutés. Au contraire, ce but a le don de les stimuler. Ils obligent les Italiens à se replier et à défendre leur but. Sarossi, l'avant-centre hongrois à la balle. Andreolo le gêne. Le Hongrois Zengeler tire au but. L'extrême gauche hongrois Titko surgit et marque. Les deux équipes sont à égalité, 1 but à 1. Leurs chances de remporter la victoire sont intactes. Les Italiens auraient-ils présumé de leur force? Non, ils reprennent le contrôle du match. Ils font une splendide démonstration de football rapide et efficace. Ils déroutent littéralement les défenseurs hongrois. Ils se passent et se repassent la balle. Mais Meazza va tirer au but. Non, il sert Piola qui marque un but magnifique. Les Italiens ont concrétisé leur supériorité. La foule applaudit le spectacle que leur offrent les brillants Italiens. L'extrême gauche Colarossi inscrit un 3e but. Les Italiens qui au début du tournoi ont laissé éclater sa joie, son équipe ne peut plus être battue. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. La mi-temps survient alors qu'ils mènent par 3-1. Le match reprend. Les Italiens ralentissent la lutte. La tâche des Hongrois se trouve facilitée et ils en profitent pour attaquer. Olivieri, le portier italien, doit à son tour défendre ses buts. Les Italiens procèdent par de dangereuses contre-attaques. Au cours d'une action confuse, Sarossi, l'avant-centre hongrois, marque un 2e but pour son équipe. Les Hongrois pour peu de temps.
Piola, en possession de la balle, marque un 4e but. C'est terminé. L'Italie bat la Hongrie par 4-2. Les joueurs italiens reçoivent la récompense de leurs longs efforts. Ils conservent le précieux trophée, la Coupe du Monde. Les joueurs, débordants de joie, se félicitent, s'embrassent. Dans les tribunes, la foule manifeste son enthousiasme pour le beau spectacle qu'elle vient de voir. Meazza, le capitaine de l'équipe italienne, reçoit des mains du président de la République la Coupe du Monde, qui retournera en Italie où elle était déjà depuis 4 ans, et où elle restera encore 4 ans jusqu'en 1942, date du prochain rassemblement mondial des footballeurs de toute nationalité et de toute race. Ainsi se termine en apothéose la 3e Coupe du Monde à laquelle prirent part 36 nations. Jamais dans aucun pays compétition de football d'une telle importance n'avait été mise sur pied. Elle ne fut entachée d'aucune irrégularité. Son organisation fut en tout point parfaite et son prestigieux succès est à la gloire du football et de la France.